Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Et les titres tout de suite de ce mercredi, cet accord de cessez-le-feu de dernière minute entre Washington et Téhéran. Une trêve de 2 semaines après 40 jours de guerre. Donald Trump la conditionne à la réouverture du détroit d'Ormuz. L'Iran à la fin des frappes américano-israéliennes. Le Pakistan doit accueillir d'ici la fin de la semaine des négociations. Israël, de son côté, soutient la position américaine, mais va poursuivre sa guerre contre le Hezbollah au Liban. Confirmation venue de la part de Benyamin Netanyahou après une soirée marquée par des informations contradictoires. À la une également, la délivrance pour Cécile Coller et Jacques Paris. Les 2 anciens otages d'État français en Iran sont arrivés ce matin en France. Ils ont été accueillis par leurs proches à Roissy après une nuit passée par Bakou en Azerbaïdjan. Ils auront été privés de leur liberté par l'Iran pendant près de 4 ans. Nous serons à l'Elysée dès que possible. Cécile Coller et Jacques Paris qui sont libres. Avec mes invités jusqu'à 10h45, on va revenir bien sûr sur cet accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. 2 semaines pour l'instant, conditionnées, je le disais. Ces négociations qui vont reprendre avec la médiation du Pakistan d'ici la fin de la semaine. Quel est l'état du rapport de force après ces 40 jours de guerre? Est-ce que l'Iran sort véritablement affaibli de ce face-à-face avec les États-Unis et Israël? Question posée à Mariam Pirzadeh, Guillaume Lagan, le général Michel Yakovlev et Joey Wood qui est avec nous depuis les États-Unis. Bonjour à tous, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Mariam Pirzadeh, Pauline, rédactrice en chef ici à France 24, ancienne correspondante de la rédaction à Téhéran. À vos côtés, Guillaume Lagan, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là, spécialiste des questions de défense, enseignant à Sciences Po. Bonjour général Michel Yakovlev, Bonjour. ancien vice-chef d'état-major de l'OTAN, enseignant à l'école des relations internationales également de Sciences Po. Et puis je vous salue aussi Joey Wood, bonjour à vous. Merci beaucoup de nous rejoindre à distance. Vous êtes un ancien ambassadeur américain, tout juste retraité. Vous avez quitté vos fonctions il y a peu, après votre dernier poste en Tunisie. On va revenir dans un instant avec vous 4, bien sûr, sur cette désescalade qui semble parvenir, à laquelle on semble être parvenu ces dernières heures au Moyen-Orient. Un mot d'abord avec vous, Mariam Pirzadeh. L'actualité est très, très riche, très dense en ce mercredi matin, du retour en France de Cécile Coller et Jacques Paris. Ils étaient les derniers otages d'État, c'est ainsi que le Quai d'Orsay les avait appelés. C'est la fin de 4 ans de calvaire en Iran. oui, quasiment 4 ans. Ils sont arrivés peu avant 9h par un avion commercial à Roissy, entourés par leurs proches dans le plus grand secret. Pas d'image pour le moment de ces 2 otages dont on ne connaît pas l'état physique. Des 7 otages, parce qu'ils ont été jusqu'à 7 à un moment donné, c'est ceux sans aucun doute qui ont eu les pires traitements, qui ont eu les conditions de détention les plus difficiles. Ils ont connu 2 guerres, la guerre des 12 jours, où ils étaient à la prison d'Evin, qui a été bombardée. Et là, ils étaient assignés à la résidence de l'ambassade de France, et donc encore sous les bombes, donc délivrance. On pense, Pauline, à Noémie, sa sœur, qu'on a beaucoup reçue sur ce plateau, qui s'est battait depuis quasiment 4 ans pour la libération de Jacques Paris et Cécile Coller. Ils vont être reçus par Emmanuel Macron d'ici la fin de matinée. Évidemment, ça faisait 1 an et demi particulièrement qu'ils cherchaient à obtenir leur libération. Selon la presse iranienne, elle a pu être possible grâce à un échange de prisonniers contre Mardi Esfandiari, une Iranienne qui avait été condamnée ici pour apologie du terrorisme à 1 an de prison ferme. Et visiblement aussi pour le retrait d'une plainte française contre les conditions arbitraires de Cécile Coller et Jacques Paris à la Cour internationale de justice. C'est les conditions en tout cas qui ont été avancées par la presse iranienne. Le Quai d'Orsay ne commande pas et ne confirme pas. Voilà pour ce que l'on pouvait dire sur ce retour attendu de Jacques Paris et Cécile Coller. On y reviendra bien sûr. 40 jours de guerre, plusieurs milliers de morts et la promesse donc de ce cessez-le-feu de 2 semaines qu'on a apprise dans la nuit. Donald Trump a donc renoncé visiblement pour le moment à la menace qu'il brandissait il y a quelques heures encore de détruire, je cite, la civilisation iranienne. Les négociations vont reprendre entre les États-Unis et l'Iran. D'ici la fin de semaine au Pakistan, le détroit d'Ormuz devrait être rouvert. Téhéran et Washington revendiquent chacun leur propre victoire et les cours du pétrole sont instantanément repartis à la baisse. Avant d'en débattre ensemble sur ce plateau, le commentaire en images de Léo Péchard.
En plein milieu de la nuit à Téhéran, ces Iraniens sont descendus dans les rues pour célébrer la nouvelle. Le report de l'échéance de l'ultimatum posé par Donald Trump à un peu plus d'une heure de son expiration. J'accepte de suspendre les bombardements et les attaques contre l'Iran pour une durée de 2 semaines. Il s'agira d'un cessez-le-feu réciproque. Quelques instants après ce message, l'Iran confirme un cessez-le-feu à condition que les frappes sur son territoire cessent. La République islamique annonce également la réouverture du détroit d'Ormuz pour les 2 prochaines semaines et le début de négociations sous l'égide du Pakistan en vue d'un accord de paix à long terme. Ces négociations, menées dans un climat de méfiance totale envers la partie américaine, débuteront à Islamabad le vendredi 10 avril. L'Iran y consacrera 2 semaines, délai qui pourra être prolongé d'un commun accord. Donald Trump dit avoir reçu des Iraniens une proposition de plan de paix en 10 points, la qualifiant de base viable pour négocier. Selon la télévision d'État iranienne, le projet soumis inclut le maintien du contrôle iranien du détroit d'Ormuz, la fin des sanctions américaines et exige même que l'Iran puisse enrichir son uranium. Des dispositions non confirmées pour l'heure par Washington. Nombre d'entre elles vont à l'encontre de la position américaine d'avant-guerre, notamment la très sensible question de l'uranium, le locataire de la Maison-Blanche n'ayant cessé de sommer l'Iran de renoncer à son enrichissement. L'uranium, on y reviendra, car il n'en a pas été question ces dernières heures. Joe Wood, la première question est pour vous. Est-ce que les Iraniens ont plié sous la menace de l'annihilation brandie par le président américain, ou est-ce que c'est le président américain qui a plié sous la pression de son opinion publique ? Bonjour à tous et à toutes. C'est vrai qu'il se fait un peu tôt ici à Washington, mais les téléspectateurs valent bien le coup. Et donc, pour répondre à votre question, je vais répondre diplomatiquement en disant, je pense que les deux côtés ont cédé un peu, ou beaucoup, parce que justement, je pense qu'il n'y avait pas d'autre choix. Parce que les États-Unis et Israël pouvaient continuer à bombarder l'Iran, mais sans vraiment atteindre plus d'objectifs que ce qu'ils ont déjà fait, en réduisant les capacités du programme nucléaire, des missiles balistiques, des drones, etc. En même temps, l'Iran n'a pas atteint ses objectifs non plus. Donc, je pense que pour les deux côtés, ça leur donne un peu de l'espace pour souffler et pour voir si vraiment il y a une possibilité d'étendre ce cessez-le-feu. Et enfin, je pense que c'était la seule solution, c'est pas une fin de la guerre totale, mais juste étape par étape. Oui, j'ai oublié de vous remercier, Joe Wood, d'être avec nous à une heure effectivement si tardive du côté des États-Unis. Merci encore, Général Yakovlev. Match nul à l'heure où l'on se parle ? Non, ma vision, c'est que c'est une victoire de l'Iran. Alors, l'Iran a beaucoup souffert. Et donc, il y a eu des destructions fantastiques. Il parlait de 15 000 cibles traitées. Donc, l'Iran a beaucoup souffert. Mais la population civile aussi. La population civile, le régime, enfin bon, bref, d'accord, il y a eu beaucoup de casse. Mais ils ont démontré qu'ils étaient meilleurs incendiaires que Trump n'était pompier. Et le fond du problème, pour Trump, c'était une guerre qui n'avait pas d'objectif réel, déclenchée par surprise pour son propre électorat et tout, qui devenait de plus en plus un truc complètement hors sol. Il fallait bien arrêter à un moment ou à un autre. Donc là, il y a le face saving, comme on dit. Sauver la face. Voilà. Mais les Iraniens ont gagné une chose définitive, c'est que ils ont rétabli leur dissuasion face à l'Amérique. Parce que l'idée c'est un cessez-le-feu de 15 jours, et si jamais la négociation va mal, on reprend. Personne n'y croit.
aux États-Unis. Quand on voit la levée de boucliers hier, l'invocation de l'article 25 de la Constitution, la base MAGA qui tremble, là, si le président dit dans 15 jours, bon, finalement, on recommence. Vous n'y croyez pas? J'y crois pas. Personne n'y croit. Et après lui, plus aucun président pendant les 20 ans à venir, ça sera le syndrome du Vietnam, n'osera dire, on refait Epic Fury 2, le retour. Donc les Iraniens ont gagné. Ils ne seront plus menacés, ils ne se sentiront plus menacés militairement par l'Amérique, quel que soit le résultat de la négociation sur les points, entre guillemets, de détail, le nucléaire, Hormuz, les proxys. Bon, qui sont pas vraiment des points de détail, mais on va y venir. Article 25, je précise pour nos téléspectateurs, c'est un article de la Constitution américaine qui permet de dessaisir d'une certaine façon le président américain en faveur de son vice-président si on considère qu'il n'est plus capable de mener correctement les choses. Et j'imagine que vous faites allusion à ces propos qui ont fait grand bruit. On va revenir, Mariam, sur ces menaces de destruction de la civilisation iranienne. Guillaume Lagan, j'ai oublié en introduction de préciser le titre de votre dernier ouvrage, Géopolitique de l'Europe, qui est sorti aux presses universitaires de France. Crépuscule, une puissance, point d'interrogation. On reviendra justement sur la position des Européens dans cette affaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse du général Yakovlev, 1-0 et le 1 est pour l'Iran? Alors, pour animer le débat, non, moi je vais prendre une position un peu différente. Je considère que l'Iran sort quand même extrêmement affaibli de cette séquence. On a beaucoup parlé, premier élément, de la pression qui s'exerce sur les épaules de M. Trump. Je trouve qu'elle est quand même relative, c'est-à-dire que l'article 25 que vous citez, c'est une manœuvre des démocrates qui sont son opposition pour le déposer. Vous savez que la vie politique américaine est extrêmement polarisée, donc là on a une nouvelle illustration de cela. Les sondages lui sont défavorables au niveau national, mais quand on regarde dans le détail, le Parti républicain, les électeurs républicains sont globalement en faveur de cette offensive. Il y a eu des voix critiques quand même, côté. Oui, il y a eu des voix critiques, mais les MAGA, la grande surprise, si vous voulez, il faut voir les choses dans le contexte. La grande surprise, c'est que ce président élu par une base MAGA qui ne voulait plus d'intervention à l'étranger, eh bien, globalement, sa base MAGA continue de le soutenir. Il y a effectivement des voix dissidentes, Tucker Carlson, ou alors Marjorie Taylor Greene, ou l'influenceur antisémite Nick Fuentes. Mais il correspond, si vous voulez, à des marches du parti. Le gros du parti reste derrière lui, et sa majorité parlementaire en particulier ne l'a pas abandonné. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, sur un plan purement militaire, je suis d'accord que l'Iran a démontré qu'elle était capable de résister à la pression américaine. Mais enfin, si on regarde les choses sur le long terme, il y a encore 2 ans, l'Iran était un pays auquel on ne touchait pas. C'était un pays dont la souveraineté territoriale était complètement respectée. L'année dernière, la guerre des 12 jours a été un premier coup de semonce qui a démontré que l'espace aérien était en fait aux mains des Israélo-Américains. Le programme nucléaire avait à l'époque été visé. Là, cette fois, les frappes ont été beaucoup plus larges. L'Iran n'a plus de marine. L'Iran a peu de capacités conventionnelles. La direction politique de l'Iran a été littéralement décapitée. Encore aujourd'hui, on ne sait pas très bien quel est l'état de santé de Mojtaba Khamenei, le successeur. Donc oui, ils sont parvenus à survivre en maintenant un niveau de frappe, d'ailleurs quantitativement très inférieur au début du conflit. Et ils ont saisi ce fameux détroit d'Ormuz. Ça, c'est incontestable que c'est pour eux un avantage. Mais il y a quand même une forme de dégradation, si vous voulez, de la puissance iranienne, parce que le détroit d'Ormuz, sans saisir, c'est en quelque sorte une outisation de l'Iran. C'est-à-dire que l'Iran devient un peu comme les Houthis, vous savez, cet État, ce proto-État non reconnu qui fait de la piraterie sur le Bab el-Mandeb. Eh bien, l'Iran, finalement, fait un peu la même chose sur le détroit d'Ormuz. Donc, il y a quand même un affaiblissement général. Et même si la résolution au Conseil de sécurité qui avait été déposée par les États du Golfe n'a pas été adoptée à cause du veto sino-russe, il y a une autre résolution il y a quelques semaines qui a quand même condamné l'Iran dans le fait qu'elle saisissait ce canal, ce détroit. Donc, pour moi, militairement, politiquement et diplomatiquement, la position de l'Iran est quand même affaiblie. Mariam Pirzadeh, après 40 jours de guerre, pour rebondir sur ce que disait Guillaume Lagan à l'instant, certes, la version 1 de la République islamique a été décimée en partie par les troupes et par les frappes, notamment israéliennes. Ce régime dont on connaît la résilience est toujours en place. Ceux qui l'incarnent aujourd'hui, on dit qu'ils sont encore plus durs, sur une ligne encore plus dure que les précédents. Il y a bien sûr la question du détroit d'Ormuz qui a, on le sait, des répercussions, dont le blocage a des répercussions dans le monde entier. Il y a cette République islamique qui a tenu tête, affaiblie, mais toujours là.
Et c'est le sentiment qu'on reçoit depuis Téhéran. J'ai pu m'entretenir avec quelques Iraniens ce matin. Ils sont soulagés qu'il n'y ait plus de bombes, mais très déprimés de voir que le régime, après 40 jours, a réussi à tenir. Et le sentiment général, c'est que le régime est indéboulonnable. En fait, si vous voulez, quand cette guerre commence le 28 février, le régime vient de subir une contestation populaire très importante, parmi la plus importante sûrement de ces 47 dernières années. Il y a eu des dizaines de milliers de morts qu'on a documentées ici à France 24. Donc la colère est extrêmement forte. Les manifestations reprennent. Et pour beaucoup de manifestants, la seule solution, c'est une aide américaine et donc une intervention américaine. Mais 40 jours après, le sentiment général est bien différent. Même ceux qui soutenaient cette guerre au début, parce qu'elle commence très fort par l'élimination d'Ali Khamenei, eh bien, les buts de guerre, effectivement, ont eu tendance à ne plus paraître vraiment très clairs. Et là, on sentait un enlisement et le régime, même s'il est affaibli, je suis d'accord avec vous, mais il a quand même une capacité de renaissance, de revitalisation à chaque fois. C'est-à-dire que cette guerre, ils l'ont préparée peut-être beaucoup plus que les Américains. Et donc, à chaque personnalité du régime qui est tuée, une autre personnalité apparaît. Et c'est un régime qui se renouvelle en permanence. Et là, effectivement, quand vous regardez ce matin la télévision d'État en Iran, ils fanfaronnent, ils se gargarisent de dire qu'ils ont fait plier la première puissance économique mondiale. On voit ces images de drapeaux américains et israéliens brûlés à Téhéran. Bon, là, ça, c'est tout le temps. Ça fait 47 ans, ça c'est important de le dire, ça fait 47 ans que c'est un outil de propagande de brûler ces drapeaux. Ça ne veut plus rien dire vraiment. Puis c'est une minorité en plus qui brûle ces drapeaux. La majorité reste silencieuse chez elle et très inquiète pour son avenir. Général. Oui, et j'apprécie... J'adhère à tout ce qui a été dit. En fait, il y a quand même deux choses. Il me semble que la population iranienne aura bien compris, c'est que le président Trump en a rien à péter de leur opinion, en fait, puisque Trump est prêt à discuter avec le régime. Donc, aider l'Iran à devenir une démocratie, ils ont bien compris que c'était pas dans les objectifs de Trump. À partir du moment où il peut parler, ils n'ont jamais cru. Voilà. Mais maintenant, c'est officiel. Et puis surtout, il y a un mythe qui s'est effondré et qui va peser en dehors de l'Iran, c'est la toute-puissance militaire américaine. Parce que l'Amérique reste une surpuissance, mais en réalité, elle arrivait au bout de son attaque. Ils ont tiré 800 Tomahawks cette année, ils en achètent 110. Ils ont tiré 3 à 4 ans de production de missiles de défense antiaérienne. Donc l'Amérique, déjà les frappes aujourd'hui, et les interceptions sont à un moindre niveau qu'au début de la guerre. Donc si la guerre continuait, on aurait vu l'essoufflement du marathonien qui a commencé sur un rythme de 500 mètres. Joey Wood, je vous entends là-dessus sur ce que vient de dire le général Yakovlev. C'est la fin de l'hyperpuissance américaine ? Pas du tout. Non, pas du tout. Je suis d'accord avec Monsieur Lagan. Il faut qu'on regarde la totalité des capacités iraniennes. C'est plutôt que la lancée des missiles et des drones qui sont minimes maintenant. Mais en même temps, il faut toujours prendre en compte l'opinion publique. Parce que pour le monde iranien, le monde arabe, comme les États-Unis est une hyperpuissance, comme vous le dites, même si un pays comme l'Iran arrive à lancer une seule missile ou un seul drone, ça veut dire qu'ils ont résisté, ça veut dire qu'ils ont gagné. Et c'est exactement la propagande qu'ils sont en train de partager maintenant avec tout le monde. Mais je pense que les objectifs militaires, comme le président Trump a dit, sont quand même atteints. Maintenant, les objectifs politiques, pas du tout. Tous les 10 points que les Iraniens ont proposés sont des points avec lesquels les États-Unis n'est pas d'accord du tout, ni le président Trump, ni même Obama, s'il était toujours au pouvoir. Donc, vraiment, là... Je pense en fait qu'on risque fort de voir une réescalade de la guerre après 2 semaines, parce que les deux côtés, je pense, auront beaucoup de mal à arriver à un accord. Et là, c'est dangereux. Oui, je vous vois acquiescer, Guillaume Lagan. Alors, il faut faire un petit retour en arrière. Quand
les États-Unis et Israël ont lancé l'opération Epic Fureur, qui devait durer quelques jours. On était en train de discuter les points qu'on va se retrouver à discuter à nouveau au Pakistan d'ici la fin de la semaine, c'est-à-dire le programme nucléaire iranien, civil comme militaire, la question du balistique et des drones, le soutien aux groupes armés dans la région. 40 jours plus tard, alors bien sûr, donc on l'a dit, le programme balistique et de drones a été à la fois endommagé et aussi usé par 40 jours de guerre. Le programme nucléaire, on n'a pas, me semble-t-il, parlé beaucoup d'uranium, du sort de cet uranium ces dernières heures. Le soutien aux groupes armés dans la région, le Hezbollah a dit hier qu'il n'était pas question de ranger les armes. Est-ce qu'on a vraiment beaucoup avancé là-dessus? Et surtout, les positions des uns et des autres n'ont pas bougé d'un iota en réalité. Donc qu'est-ce qu'on va se dire au Pakistan? Alors, peut-être trois éléments. Le premier élément, là, je reviens juste sur la question tout à l'heure du sort du peuple iranien. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Quand on regarde les déclarations de Trump, alors Trump parle énormément, il dit beaucoup de choses, mais il y a quand même à plusieurs reprises des moments où il dit que le peuple iranien est oppressé, qu'il leur demande de ne pas sortir dans la rue parce qu'ils vont se faire tuer, mais que à terme, il aimerait qu'ils prennent le pouvoir, etc. Donc, il y a quand même cette dimension. La stratégie selon laquelle les bombes allaient permettre aux Iraniens de sortir dans la rue n'a pas fonctionné. On peut lui prêter une intention, mais en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Elle n'a pas fonctionné, vous savez bien pourquoi. La seule manière de le faire, ça aurait été de procéder à une invasion, là je place sous la protection du général, enfin l'autorité du général, une invasion de grand style comme on a fait en Irak en 2003. Les Américains n'ont jamais eu les effectifs terrestres pour procéder à une telle invasion. En 2003, je rappelle pour nos téléspectateurs, c'est 150 000 soldats américains plus plusieurs dizaines de milliers de soldats européens qui ont envahi l'Irak, pays par ailleurs moins peuplé et plus petit que l'Iran. Donc il n'a jamais été question de faire cela. En revanche, l'idée que les premières frappes pouvaient décapiter le régime et provoquer une forme de compromis à la vénézuélienne, ça je pense que les Américains y ont cru. Bon, la résistance iranienne a montré que c'était vain. Donc ils ont rangé cet objectif maximaliste qui était le changement de régime, sans toutefois, je pense, l'écarter. Ça reste dans les objectifs israélo-américains. C'est pour le coup, si je peux dire un mot là-dessus, c'est pour le coup quelque chose qui est aussi compliqué à vendre par le président Trump, parce qu'il n'a pas été élu sur un programme d'agenda démocratique comme Bush. D'ailleurs, Bush non plus n'avait pas été élu là-dessus, mais il est devenu néoconservateur. Trump n'est pas néoconservateur, ça c'est clair, et ça serait compliqué pour lui de lancer les États-Unis dans un remodelage en profondeur de la région. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a pas un problème d'objectif, il y a un problème de méthode. C'est-à-dire, l'objectif, il est là, les moyens pour y parvenir, il ne veut pas les mettre. Le deuxième élément, c'est les négociations. On peut dire que rien n'a changé et qu'on est finalement revenu au point zéro, qui était celui du compromis que les Omanais disaient avoir atteint entre les Iraniens et les Américains. Alors, je ne suis pas tout à fait convaincu. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, l'Iran est bien plus faible aujourd'hui qu'il y a 40 jours en termes purement militaires. Les Américains, je suis d'accord avec ce que vous dites, mon général, quand vous dites que les Américains ont fait l'épreuve de la limite, non pas de leur outil militaire, mais de l'outil militaire aérien. On sait effectivement qu'on ne peut pas provoquer la chute d'un régime sans intervention terrestre, ça c'est clair. En revanche, moi je trouve que les Américains ont quand même démontré de plusieurs manières, et les Israélo-Américains ont montré quand même l'extrême performance de leur outil militaire, qu'il s'agisse du renseignement, qu'il s'agisse de l'ensemble des frappes qui ont été effectuées, qu'il s'agisse même de la libération de l'otage. Que n'aurait-on pas dit si l'otage avait été pris en... Le pilote, excusez-moi. Ouais. Là aussi, cette opération des forces spéciales a été quand même... Alors, ça n'enlève rien à la capacité militaire, effectivement, à la démonstration. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le grand spectacle mondial où chacun se regarde, ce que j'observe quand même, c'est que globalement, le bloc irano-russo-chinois peut se dire, bon, certes, le régime iranien n'est pas tombé, mais enfin, nous n'avons pas réussi, là je parle nous, Russes et Chinois, nous n'avons pas réussi à suffisamment le soutenir et comment dirais-je, à montrer la faiblesse militaire des États-Unis. Guillaume Lagarde, je vous invite si vous voulez bien, puisqu'on parle de force aérienne, à mettre votre téléphone en mode avion, car je crois qu'il y a comme un Larsen sur le plateau. Alors, Donald Trump, Mariam Pirzadeh présente donc dans les mots qu'on lui connaît et le vocabulaire qui lui est familier, ce cessez-le-feu, cette trêve qui est encore conditionnée, je le rappelle, à la réouverture effective du détroit d'Ormuz comme une victoire totale. Précisément, ce détroit d'Ormuz, le président américain a obtenu la réouverture d'un détroit qui était ouvert avant la guerre. Là encore,
Quelle victoire! On revient au point de départ. En fait, ce qui est assez surprenant quand on regarde les 40 jours en arrière et quand on connaît le régime iranien, ce qui n'était pas le cas visiblement de l'administration Trump, c'est une menace qui a tout le temps été agitée par le régime. En cas d'attaque américaine ou israélienne, le détroit sera fermé. Alors, il ne l'a pas été au mois de juin puisque les capacités de défense iranienne semblait beaucoup plus faible, mais encore une fois, je parle sous votre contrôle, que cette fois-ci, où ils semblaient beaucoup plus préparés. Ils se sont rendus compte qu'en bloquant un détroit qui fait 55 km de longueur, eh bien, ils pouvaient déstabiliser le monde entier et que c'était leur capacité de nuisance. Ils n'ont pas été, les Iraniens, je parle au passé parce que pour le moment, on est sur une pause de cette guerre, ils n'ont pas été dans une logique d'escalade militaire, dans une guerre à armes égales d'un point de vue militaire. Ils ont été dans une guerre de nuisance, dans une guerre hybride, même une technique de guérilla, c'est-à-dire une technique presque de piraterie. La comparaison avec le Yémen est tout à fait juste, je trouve. C'est de bloquer un détroit, de racketter ces tankers qui passent. Et d'ailleurs, dans le plan présenté par les Iraniens, on parle de 2 millions de dollars par vaisseau, par bateau qui sortirait de ce détroit. Une espèce de péage qui serait mis en place par l'Iran. Donc, c'est-à-dire que le régime va s'enrichir en plus en contrôlant ce détroit qui est normalement qui doit être contrôlé par des lois internationales que personne n'a ratifiées. Donc, ils se sont rendus compte qu'en bloquant ce petit détroit, ils arrivaient à faire plier Donald Trump et mettre fin à la guerre. Et ils ont tenu 40 jours comme ça. Donc, forcément, ils le présentent comme une victoire. Mais militairement, effectivement, on le savait qu'ils n'avaient pas la capacité de pouvoir rivaliser à armes égales avec les Américains et les Israéliens. Mais cette capacité de nuisance, cette guerre psychologique qui s'est répertoriée. Hier, on diffusait un reportage au Kenya, même sur les feuilles de thé au Kenya. Il y a eu un effet papillon sur le monde entier qui a été absolument dévastateur. Et donc, effectivement, à la moindre petite menace, ils vont pouvoir de nouveau bloquer ce détroit. Et c'est fini. Ils vont s'en servir à chaque fois. Je vous vois hocher de la tête, Joey Wood. Votre réaction là-dessus? Je suis tout à fait d'accord avec Mariam. En fait, c'est une grande leçon que les Iraniens ont appris cette fois-ci. Du côté américain, je pense, où le monde entier a compris que les États-Unis peuvent enlever aussi un dirigeant où qu'il soit, qui qu'il soit. Donc, ça fait réfléchir pour les gens comme Ghalibaf ou les autres membres de la délégation iranienne qui ira à Islamabad. Donc, des deux côtés, je pense il y a des leçons à tirer de tout ça. Et il est fort possible que ces deux leçons, en fait, empêchent une réescalade de la guerre. À propos d'une leçon, je voudrais vous entendre aussi, Joey Wood, parce que on sait que Donald Trump, et vous le savez sans doute mieux que nous, c'est l'outrance perpétuelle. Ça fait quand même un moment maintenant qu'on fréquente ce vocabulaire. Il y a eu ces mots quand même ces dernières heures et il ne faudrait pas que l'actualité très riche les balaye trop vite quand le président de l'une des plus grandes puissances mondiales écrit qu'il s'apprête à détruire une civilisation telle que la civilisation iranienne, perse, pour le dire autrement. À propos de leçons à retenir, qu'est-ce que peuvent se dire nombre d'autocrates sur la planète quand ils voient un président américain en roue libre tenir de tels propos? En même temps, je pense que tout le monde a dénoncé ces paroles, que ce soit des républicains, des démocrates, ici aux États-Unis, le pape Léon, qui est aussi américain, et bien sûr le reste du monde entier. Donc, je pense que les gens comprennent que le président Trump emploie l'hyperbole tout le temps, et c'est encore un cas. Vous vous rappelez que c'est une partition qui est presque plus vieille que lui, hein, sans remonter à Machiavel. Joey Wood, vous parlez de la Madman Theory, théorisée par l'ancien président Richard Nixon, fin des années 70. C'est quoi? C'est prétendre qu'on n'a plus de limites, qu'on n'a aucune forme de contrainte morale pour précisément faire exercer de la pression sur l'adversaire? Oui, c'est une théorie qui est aussi ancienne que peut-être la politique ou la diplomatie. Machiavel, comme vous l'avez dit, en a parlé au XVIe siècle.
de laisser croire à son adversaire que peut-être qu'on est un peu fou, ou même beaucoup. Et c'est Nixon qui en a parlé avec ses conseillers aux années 70, en disant qu'il faudrait laisser savoir ou laisser croire les Vietnamiens qu'il est complètement fou, il est imprévisible, qu'il est capable de tout. Et je pense que le président Trump, il est quand même l'élève du président Nixon dans toute chose, et surtout cette théorie du fou. Et donc, il dit souvent, je ne vais pas vous dire ce que je vais faire, je veux pas être prévisible. Et ça fait partie de sa stratégie de négociation depuis bien longtemps, même avant la politique. Donc là, il y a rien de nouveau, mais quand même, ce langage est très, très dangereux. Comme vous le dites, si même le président des États-Unis parle avec un langage génocidaire, comment est-ce que ça va encourager les dictateurs et les autocrates du monde? Général. Oui, alors justement, la théorie du fou, qui est imprévisible, les Iraniens l'appliquent aussi. Et c'est pas qu'ils ont été imprévisibles parce qu'ils avaient prévenu, c'est juste que Trump les a pas écoutés. Pour Hormuz en particulier. Ah, mais c'est ce que je disais. Et voilà, donc la théorie du fou. Il n'a pas non plus écouté visiblement les diplomates et les militaires autour de lui. Il est tombé sur plus fou que lui, en l'occurrence. Deux choses à dire militairement. La première, c'est les Américains qui se gargarisent de leur victoire. Toutes leurs victoires sont inutiles. La décapitation, c'est pas la mort du régime. La destruction de 15 000 objectifs, c'est pas la reddition de l'Iran. La destruction de la marine, ils s'en foutent total, puisque la marine utile, c'est les drones, les missiles qu'ils utilisent. La destruction de leur armée de l'air. Leur armée de l'air, c'est les missiles et les drones qui continuent à partir. Donc aucune des victoires américaines, elles sont toutes très impressionnantes, mais aucune n'est une victoire utile. Et il y a une deuxième chose, c'est que je pense que Trump a profondément déstabilisé ses militaires avec ses menaces d'un autre âge hier. Parce que j'ai été à l'école de guerre américaine, on a des cours d'éthique dans l'école de guerre américaine, bizarrement. Et où on leur rappelle qu'en particulier, il est interdit d'exécuter des ordres illégaux. Jusqu'à présent, les gars qui bombardent ont pu se dire c'était des objectifs militaires légitimes. Bon, là, Trump disait ouvertement que ça serait des objectifs de destruction pure et simple. Civil. De ramener le pays à l'âge de pierre, etc., etc. Ça, c'est pas des objectifs militaires légitimes. Et quand on dit non, mais ça, c'est vraiment un précédent, c'est vraiment un niveau qu'on n'a jamais atteint dans l'histoire ça, c'est un discours moderne. poutinien. C'est un discours de Poutine. On n'a jamais entendu Poutine dire qu'il allait ramener l'Ukraine à l'âge de pierre, il me semble-t-il. Tant pis pour la population civile, ouvertement. Mais un militaire américain, il n'a pas appris ça. Et c'est pas le droit international, parce que Trump considère le droit international, c'est l'histoire des imbéciles. C'est en droit américain. En droit américain, il est interdit de faire le genre de choses qu'annonçait Trump. Et donc moi, toute la nuit, avant de lire à 1h30 qu'il avait calé, toute la nuit, je me suis dit, il y a un paquet de généraux jusqu'aux pilotes de l'armée de l'air et de la Navy qui savent qu'ils vont commettre des actes illégaux sur l'ordre du président des États-Unis. Et à Nuremberg, la défense des nazis a été « j'ai exécuté les ordres ». Et ces gars-là seront rattrapés par la patrouille, un jour ou l'autre. Là-dessus, Guillaume Lagan ? Oui, alors j'aurais une position plus nuancée sur le sujet des déclarations de M. Trump. On le sait depuis sa première administration et même depuis sa personnalité. Je veux dire, c'est quelqu'un qui vient de la télé-réalité. Il a gagné d'ailleurs l'élection présidentielle sur un discours outrancier, excessif, en rupture avec le consensus ambiant. Donc là, il continue dans les relations internationales, ce qu'il fait à peu près sur tous les sujets. Donc il n'y a pas, de mon point de vue, une surprise complète. D'accord, mais là, il mettait quand même en jeu la vie de 90 millions de personnes. Et l'honneur de ce militaire. Et j'ajoute qu'un discours beaucoup plus rationnel, beaucoup plus froid, beaucoup plus méthodique n'est pas nécessairement plus efficace. Le président Obama, qu'on citait tout à l'heure, il a eu un discours beaucoup plus froid, beaucoup plus méthodique. Il n'est pas intervenu en Syrie en 2013, alors que ces lignes rouges étaient franchies par les Syriens. Il en est résulté sur la scène internationale parce que il faut se rappeler qu'on est on est sur la scène internationale. La scène internationale, qu'est-ce que c'est ? C'est une voyoucratie. Il n'y a aucune police internationale qui va derrière vous dire
vous avez bien agi, vous avez raison, je vous récompense. Sur la scène internationale, il n'y a que le pur Enfin, il y a une rapport... justice internationale, mais que ne reconnaissent pas en l'occurrence Non. les États-Unis. Il n'y a pas de justice internationale. C'est pas. Je veux dire, vous confondez deux choses. La Cour pénale internationale, vous savez, c'est la justice pour les responsables. La Cour internationale de justice, en revanche, elle est pour tous les États, y compris les États-Unis. Mais justement, je crois que la Cour internationale de justice est bien l'illustration de cela. C'est une justice, mais sans police. C'est-à-dire que vous pouvez être condamné par la CIJ, mais aucune force de police ne viendra vous contraindre à exécuter la décision. Donc, je reviens à ce que je disais sur Obama. À l'époque, le fait qu'il n'ait pas intervenu en Syrie a été quand même interprété par les Russes comme une marque de faiblesse. Et l'année suivante, vous rappelez qu'ils ont annexé la Crimée, etc. Bon. Donc, premier élément, oui, cette stratégie du fou existe. Nixon l'avait utilisée sans succès. Trump la tente. On verra ce que ça donne. Ça dépend un peu du jugement qu'on porte sur les opérations militaires qui ont eu lieu. Maintenant, sur le sujet du droit international, je suis absolument d'accord avec le général. Évidemment que le droit international, il faut le respecter, etc. Mais la mention de Nuremberg est intéressante parce que le droit international tel qu'il existe aujourd'hui a été très largement conçu après la Seconde Guerre mondiale. Et la dernière fois que nous avons mené une véritable guerre, c'est-à-dire une guerre classique, une guerre conventionnelle, un peu comme il y en a entre la Russie et les États-Unis, la Russie et l'Ukraine, évidemment que nous ne respections pas le droit international. Sur les 200 000 personnes qui sont mortes pendant la Seconde Guerre mondiale en France, il y a eu 250 000 morts en France. Les 60 000 personnes qui sont mortes, le quart de ces personnes-là, sont mortes à cause des bombardements anglo-américains sur la France. Le Havre, Rouen, la région parisienne, toutes ces villes ont été bombardées, dont de nombreux civils sont morts. Donc, je ne justifie pas cela, mais ces personnes-là ne se sont pas évidemment retrouvées à Nuremberg. Il y a quand même aussi, il faut le dire, une dimension tragique, une dimension maximaliste dans la guerre, dont jusqu'ici nous avons réussi à nous extraire parce que les 30 dernières années, c'était des guerres que nous avons menées dans des environnements asymétriques, c'est-à-dire que nous étions très largement supérieurs aux adversaires que nous attaquions, au Sahel ou ailleurs. Là, nous nous retrouvons avec la Russie, avec la Chine, dans le retour, à mon avis, à la compétition entre puissances conventionnelles. Et donc, tout l'enjeu, ça va être effectivement de maintenir une forme de décence, une forme de limiter, si vous voulez, la montée aux extrêmes, mais en même temps, en gardant l'objectif de la victoire, parce que nous sommes face à des puissances qui n'ont aucune limite. Ouais, mais on en revient à la question de la victoire utile, comme le disait le général, sur ce qui a été dit, Joey Wood, et puis je vous donne la parole ensuite, Mariam. Pardon, je ne vous ai pas entendu. Oui, non, je voulais entendre votre réaction sur cette question du cadre, du risque que ça faisait peser aux militaires américains, comme l'évoquait le général, et puis sur la réalité de la guerre, d'une certaine façon, qu'évoquait à l'instant Guillaume Lagan. Oui, il faut toujours tenir en compte le fait que la Cour suprême des États-Unis a décidé récemment que tout président américain n'est pas justiciable. Oui. Donc, quel que soit son acte officiel, il ne peut pas être amené en justice, même après la fin de son mandat. Et un président américain a le plein pouvoir aussi de pardonner, même préalablement, toute personne qui voudra. Donc, tous ces pilotes, tous ces généraux, ces admiraux, même s'ils voulaient le faire, ils pourraient les pardonner à l'avance. Et donc, c'est vrai que, comme disait le général, il y a des membres du militaire américain qui pourraient ne pas être d'accord avec les ordres du président. Ils savent en même temps que lui-même, il a cette immunité juridique et qui peut l'étendre à tous ceux qu'il veut. Et donc, il faut toujours garder ça en tête en pensant à la manière de réfléchir d'un dirigeant américain. Un mot sauf si vous voulez réagir là-dessus, général. L'immunité, le pardon, c'est après le jugement. Donc, blanket impunity. Immunity is not impunity. L'immunité n'est pas l'impunité. Et les généraux, un jour ou l'autre, s'ils avaient commis ces actes criminels, auraient été rattrapés par la patrouille. Et si ce n'est pas la patrouille, peut-être par l'honneur militaire. C'est un mot qui existe en américain aussi.
Voilà pour cette partie. Je voudrais qu'on dise un mot de la partie israélienne, Mariam, et peut-être avec vous aussi, Guillaume Lagan. Pourquoi est-ce que les Israéliens, et on connaît la position maximaliste de Benyamin Netanyahou sur la menace que l'Iran représente pour Israël, qui est une réalité, pourquoi les Israéliens, dont on a dit qu'ils étaient ceux qui avaient convaincu le président Trump d'entrer en guerre, se sont rangés derrière cet accord, et sont-ils contraints et forcés, alors précisément, et c'est bien le signe que c'est un autre front, que la guerre contre le Hezbollah pro-iranien au Liban se poursuit? Parce que si les Américains arrêtent la guerre, les Israéliens l'arrêtent. Et visiblement, selon les confidences de journalistes qui entourent Donald Trump serait très énervé après Benjamin Netanyahou, parce que quand Benjamin Netanyahou le convainc d'avancer cette guerre, parce qu'il ne faut pas oublier que cette guerre, elle était prévue, effectivement, on s'attendait tous à ce qu'elle ait lieu, mais elle est avancée au 28 février parce qu'ils ont l'information, le Mossad, que Ali Khamenei va être dans sa résidence entouré de grands généraux et des gardiens de la Révolution, et qu'il y a une possibilité de faire une élimination très symbolique, très forte, qui va marquer l'opinion. Benjamin Netanyahou le convainc en disant ça va être une guerre rapide. Ça va être une guerre rapide, on est 5 semaines après, le régime est toujours là, les prix du pétrole, les prix de l'essence aux États-Unis ont bondi de 30%. Dans quelques mois, il a des élections cruciales. Donald Trump, il doit aller en Chine dans quelques semaines. Il va aller en Chine dans quelques semaines. Et à la différence de Benjamin Netanyahou et d'Israël, où cette guerre, elle est largement populaire, aux États-Unis, elle ne l'est pas. Et donc, effectivement, s'il risque d'offusquer, de heurter un peu plus son allié américain, ça va être compliqué pour Benjamin Netanyahou de continuer cette guerre, sachant que dès la base, Israël et les États-Unis n'ont pas le même agenda. Israël assume pleinement et officiellement un changement de régime. Donald Trump a semé le chaud et le froid là-dessus, même s'il y a lundi, il parlait d'un changement de régime. Il l'a théorisé en disant 47 ans de ce régime, c'est déjà trop, il faut que ce régime s'en aille. Et bien vendredi, au Pakistan, il va négocier avec ce régime, tout comme il l'a fait à Oman et à Genève. Donc la position de Donald Trump, elle n'est pas claire là-dessus. Et c'est en ça que ces agendas qui différaient déjà dès le début, eh bien cette différence, elle se retrouve aujourd'hui avec Israël qui n'a d'autre choix que de se rallier auprès de la population, auprès de la décision américaine, sachant que aussi, du côté des soldats de l'armée israélienne, on sentait une lassitude. N'oublions pas qu'il y a eu des fuites dans la presse israélienne qui disaient que Tsahal était à bout de force parce qu'il y avait trop de fronts qui avaient été ouverts au Liban et en Iran et aussi en Cisjordanie, enfin des fronts un peu partout. Et donc l'armée israélienne, après 3 ans de guerre, est à bout. Donc ça va permettre aussi à Israël de faire reposer son armée et aussi de renouveler les stocks de munitions. Guillaume Lagan là-dessus. Non, moi je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Mariam, donc je n'ai pas grand-chose à ajouter. Sinon, peut-être que là, pour moi, c'est pas, ce qui se passe n'est pas très surprenant, c'est une répétition de la guerre des 12 jours. Rappelez-vous, la guerre des 12 jours, elle s'est aussi arrêtée parce que les Américains ont dit, voilà, maintenant ça suffit, on arrête les frappes sur l'Iran. On a une situation avec la coalition israélo-américaine où en réalité... il y a un petit et un grand. Donc il est évident que les Israéliens ne vont pas mener. Mais est-ce qu'elle est satisfaisante ? Est-ce que l'état dans lequel est-ce que l'endroit où on est aujourd'hui est satisfaisant du point de vue du gouvernement israélien, en tout cas on revient sur le débat qu'on avait tout à l'heure sur les capacités américaines. Ouais. Moi, j'estime que quand même l'Iran est extrêmement affaibli. Tout ça pour 14 soldats américains de mort. 14 soldats. Quand vous reprenez les expéditions en Irak, il y a des milliers de soldats américains qui sont morts dans cette affaire-là. C'est quand même extrêmement faible. Et s'agissant d'Israël, c'est vrai que vous avez raison de dire que l'armée israélienne est sous tension. Et là aussi, je rejoins ce que disait le général tout à l'heure sur les munitions. En fait, peut-être qu'en réalité, au-delà de toutes les discussions qu'on peut avoir, le simple fait, c'est que les munitions, on arrive au bout. On arrive aussi au bout des cibles, parce qu'ils ont quasiment détruit tout ce qu'ils avaient prévu de détruire en Iran. Alors, s'agissant d'Israël, peut-être ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a une dimension dont on n'a pas parlé, qui est le Liban. Donc, l'occupation du sud du Liban par l'armée israélienne semble se poursuivre. Je n'ai pas très bien compris si le cessez-le-feu comprenait le Liban. Non, il ne comprend pas. Voilà. Il ne comprend pas donc, le Liban. Si ça ne comprend pas le Liban, je dirais que pour Israël, c'est pas idéal parce que pour eux, l'objectif, effectivement, c'était le changement de régime, donc la poursuite de la guerre. Mais néanmoins, ils peuvent se dire que l'Iran a quand même été affaibli et surtout que le fait que le cessez-le-feu ne s'applique pas au Liban leur permet de maintenir leur effort là-bas
dans l'objectif d'affaiblir le Hezbollah, de la même manière qu'ils ont affaibli le Hamas. D'ailleurs, vous évoquiez le bilan des soldats américains tués au cours de cette guerre. C'est plusieurs milliers de Libanais, 1 million de déplacés depuis que le Hezbollah a rouvert le front contre Israël début mars. On arrive au terme de cette émission. Joe Wood, et je vous remercie encore de rester avec nous à cette heure tardive américaine. On l'a dit, il y a cette reprise des discussions en fin de semaine au Pakistan. Est-ce qu'à tout moment, Donald Trump pourrait décider que ça ne fonctionne pas et reprendre cette guerre ? Oui, effectivement, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est une guerre qui a commencé, on peut dire, en 1979, quand le régime a pris en otage nos diplomates à l'ambassade américaine pendant 444 jours. En passant par la guerre des pétroliers aux années 80, le bombardement des Marines à Beyrouth en 1983, et j'en passe. C'est pas la première fois que les États-Unis et l'Iran rentrent en conflit. En fait, c'est un conflit qui persiste depuis presque 50 ans maintenant. Et je pense qu'une réescalade à un moment donné est presque garantie s'il n'y a pas un changement de stratégie, d'idéologie du régime. Et un régime, bien sûr, est composé de dirigeants. Et si ces dirigeants sont convaincus qu'à n'importe quel moment, un président américain peut les trouver avec des bombardements, je pense que ça pourrait quand même jouer sur leur décision. Donc la République islamique est en place d'une certaine façon, et jusqu'ici, c'est le cas. Un mot peut-être de la répression qui continue, Pauline, avec des exécutions tous les jours et une vraie crainte que ce régime continue à se venger sur sa population. Merci beaucoup, merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à cette discussion. Guillaume Laganne, on voulait dans Géopolitique de l'Europe, crépuscule d'une puissance aux presses universitaires de France. Merci infiniment à nouveau, Joe Wood, d'avoir été avec nous à distance. Général Michel Yakovlev, merci beaucoup d'avoir participé également à cette discussion. Mariam Pirzadeh, vous êtes ici chez vous, une émission à revoir en replay, écoutez en podcast. On se retrouve juste après la pause. À tout à l'heure.